Je pense qu'on est dans un monde où mes enfants, je vais revenir à mon âge, et mes enfants qui sont des jeunes adultes qui rentrent dans la vie professionnelle, ils n'imaginent pas de travailler dans une entreprise qui n'a pas de sens. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Hello Valérie. Bonjour Vincent. Merci de m'accueillir chez EcoVadis ce matin. C'est un plaisir d'être là. C'est ma première interview de 2023, donc déjà, meilleurs vœux à tous ceux qui nous écoutent aussi, puisque l'interview sortira bientôt. Et puis, sans transition, pour commencer ce podcast de manière traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Je peux me présenter. Bonne année à toi et bonne année à tous les auditeurs. Donc, je m'appelle Valérie Touchon, j'ai 58 ans. Et oui, déjà, mais ça a passé très, très vite. J'ai 3 enfants magnifiques, adultes. Je travaille chez EcoVadis depuis une quinzaine d'années et je suis basée, normalement, sauf aujourd'hui, à San Francisco. Écoute, on te remercie. On n'aurait pas pu faire ça en face à face, sinon. Ça aurait été un petit peu plus compliqué, effectivement. Et pas très bon pour l'empreinte carbone, en plus. Absolument. Et donc, du coup, tu travailles chez EcoVadis et tu es Chief Impact Officer. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une très bonne question. Non, c'est un poste qui a été créé il y a 15 mois. Le poste de Chief Impact Officer, c'est un poste qui découle de la volonté des dirigeants de l'entreprise de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne leurs impacts directs ou indirects sur la planète et la société, en attribuant un siège au comité de direction à ce rôle. Donc, c'est super. Pour EcoVadis, la décision de créer ce poste, elle découle de notre envie, notre souhait de graver dans le long terme tout l'engagement de la société sur les sujets d'impact. Et aussi, elle découle, elle est concomitante à notre décision de devenir une entreprise à mission. C'est un petit peu tout un... Et on va en parler. Voilà, c'est un certain nombre de choses qui se sont faites en même temps, sachant que, donc pour revenir sur moi, j'ai démarré au tout début de l'entreprise. Je pense que je dois être l'employé numéro 2 ou 3. D'accord. Après, bon choix. Oui, super. Moi, je me suis beaucoup amusée. Je me suis pas ennuyée une seconde depuis que je suis arrivée. Et j'ai démarré plutôt dans les ventes, ensuite dans la gestion des clients. Et donc, j'ai une assez bonne compréhension à la fois de l'entreprise en interne, mais aussi de l'environnement de l'entreprise, des clients et toutes les parties prenantes externes. Donc, je suis extrêmement contente d'avoir ce rôle qui est super. Super. Parce que oui, tu disais que tu étais l'employé numéro 2 ou 3, maintenant vous êtes plus de 1300, je crois. On est quasiment 1500. 1500, ouais, c'est ça. Aujourd'hui. Donc c'est quand même une très belle trajectoire. Et genre, pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'il y a derrière, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que fait EcoVadis ? Parce qu'on connaît souvent le nom, on sait qu'il y a une notion de notation, voilà. Le grand public en général s'arrête là. Est-ce que tu peux nous raconter ça, et puis vraiment comme si j'y connaissais rien, quoi ? Je vais essayer. EcoVadis donc fait effectivement de la notation développement durable. Ok, on évalue les systèmes de management des entreprises sur 21 critères qui sont des critères environnementaux, sociaux, éthiques. Ok. En plus de ça, on collecte des tonnes d'informations qu'on trouve sur des sites spécialisés, des ONG, des sites de certification, etc. Et en fait, on agrège toutes ces données relatives à la performance développement durable des entreprises pour en déduire une fiche de notation qui est simple, actionnable, facile à utiliser et qui dégage des informations quantitatives, mais aussi des informations qualitatives et comparatives. Le but de tout ça, c'est de donner aux entreprises qui sont évaluées et à leurs clients, qui peuvent être soit des directions achats, soit des private equity qui désirent analyser, monitorer la performance développement durable de leur portfolio compagnie, de leur donner des informations qui soient faciles à interpréter et qui les mettent sur un chemin d'amélioration.
Notre raison d'être, dont on va parler plus tard, c'est de guider toutes les entreprises vers un monde durable. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut leur donner des informations pour qu'ils puissent mettre en place des process d'amélioration, où qu'ils soient dans leur maturité. Et ce qui est intéressant là-dedans, dans l'approche que vous avez, c'est que vous êtes ni un organisme qui va être sur complètement une base déclarative, de ce que je comprends. Tu prends la data qui émerge d'ailleurs, qui n'est pas que ce que l'entreprise que tu analyses veut bien te donner. Et à l'inverse, tu fais pas forcément, c'était pas un cabinet d'audit non plus, quoi. Oui, il y a effectivement. Donc c'est une très bonne remarque. Les données qu'on collecte sont des données qui proviennent de l'entreprise qu'on évalue elle-même, qui proviennent de sources. J'ai mentionné des bases de données, de certification, des ONG, pardon, etc., ou des bases de données externes, un certain nombre de choses comme ça. Mais toutes ces données-là sont analysées par des humains, des experts, développement durable et RSE, pour donner de la consistance et de la qualité au rendu, à la fiche de notation sur les informations quantitatives et qualitatives qu'on donne. Oui, donc ça c'est extrêmement important. Et du coup, j'imagine que vous avez bâti une méthodologie propriétaire, entre guillemets. Alors, notre méthodologie est propriétaire, effectivement, mais elle est totalement alignée avec les standards du marché, avec le reporting GRI, avec les objectifs du Global Compact, avec les SDGs, etc. Donc, on essaie d'être le plus aligné possible avec les standards et les frameworks qui se développent, parce qu'il y a énormément d'activités actuellement sur la partie reporting, développement durable et pour les entreprises. Et heureusement d'ailleurs. Et tant mieux. Et tant mieux. Mais complètement. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition pour une autre des questions que je voulais te poser. Il y a un shift énorme qui se fait, en tout cas dans le discours, sur l'impact dans l'entreprise. Et avec ça, on voit fleurir tout un tas de labels, de certifications. Je ne vais pas commencer à les lister parce que ce serait trop long. Pour comprendre, comment est-ce que tu positionnes justement EcoVadis et cette notation que tu vas pouvoir faire dans ce paysage qui est de plus en plus grand, de label, certification, etc. J'ai jamais les bons mots parce qu'il y en a trop. Mais en gros, voilà. Là, c'est une bonne question. EcoVadis ne fournit ni un label, ni une certification. Nous, ce qu'on fournit, c'est une indication de où est l'entreprise sur le chemin. Donc, à travers la notation et toutes les informations qualitatives et l'identification de points forts et de zones à travailler. Okay. Donc, nous, on dit, OK, qui que vous soyez, quelle que soit votre taille, votre industrie, votre présence géographique, vous êtes à un endroit sur la maturité en matière environnementale, sociale, etc. Et nous, notre boulot, c'est de vous dire où vous êtes et de vous donner des indications pour que vous puissiez aller un petit peu plus haut. Donc, c'est vraiment guider toutes les entreprises vers un monde durable. Donc, ça nous ramène à la raison d'être, en fait. Oui, complètement. Et donc, dans ce côté guidé, tu as une notion de conseils, de recommandations, où tu t'arrêtes à dire, je sais pas, comme on pourrait prendre une agence de notation pour la dette souveraine, parce que c'est souvent ce qu'on connaît, des triple A, AA, B-, B-, et puis débrouille-toi avec ça, quoi. Alors, une fois de plus, on n'a pas vocation à labelliser les gens, à leur dire vous êtes bon, vous êtes mauvais. On leur dit vous êtes où vous êtes et vous pouvez aller plus haut, et on essaie de vous donner on vous donne des informations, des insights et des données pour que vous puissiez le faire. En même temps, on ne peut pas vendre du conseil pour aider les entreprises à s'améliorer parce qu'on rentre dans une problématique de conflit d'intérêts. Ouais. Voilà. Donc, on donne des indications, on propose des formations, de l'information, de l'accompagnement, mais qui est pas spécifique, qui est pas spécifique à l'entreprise évaluée, parce que sinon on rentrerait dans une problématique de conflit d'intérêts. Et je fais un aparté, du coup, je reviens sur ton poste de Chief Impact Officer, parce que c'est une tendance qu'on a vu émerger à minima dans la French Tech depuis 2 ans, 3 ans peut-être. On a eu le Chief Impact Officer d'Insect qui était venu sur ce podcast aussi. Je crois pas qu'il s'appelle Chief Impact Officer. Non, il s'appelle Chief Impact Officer. Alors, en tout cas, je crois qu'à l'époque... Non, ils n'ont pas voulu devenir une société à mission. Oui, non, c'est ça. Tout à fait. Mais tu fais bien de... C'est une super boîte, Insect. Ouais, c'est une boîte géniale. Et pour le coup, et c'est aussi une boîte qu'on peut qualifier d'impact by design. Tu seras d'accord avec moi, comme EcoVadis. Oui, avec des raisons d'être qui sont guidées par l'impact et
pour l'impact, si tu veux. Oui. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a besoin, pour avoir ce niveau d'implication, donner un siège à ton comité de direction, avoir un C-level qui soit en charge de l'impact, est-ce qu'il faut être une entreprise Impact by Design, ou est-ce que n'importe quelle entreprise startup tech, et a fortiori entreprise même non tech, peut avoir ce genre de préoccupation, et donc une personne qui soit en charge que de ça? Oui, je pense que c'est totalement indépendant. Nous, on est effectivement, que ce soit Insect ou EcoVadis, on est, comme tu dis, Impact by Design. Et pour nous, devenir une entreprise à mission, c'est une manière de cranter cette mission dans le très long terme. Bien sûr. Aujourd'hui, on est 1500. Peut-être que dans quelques années, on sera beaucoup plus. Et on a aujourd'hui 50% de nos écovadiens qui nous ont rejoints depuis moins d'1 an. D'accord. Donc pour maintenir, oui. Donc pour maintenir une cohésion dans le sens, la raison d'être, c'est pourquoi est-ce que l'entreprise existe. Donc il faut c'est pour ça qu'on a formalisé cette raison d'être dans le cadre de la loi Pacte. À côté de ça, les entreprises qui sont pas des entreprises à impact, bien sûr qu'elles ont toutes les raisons de focuser, enfin de se concentrer sur ces sujets d'impact, sachant que pour elles, quelle que soit l'entreprise, c'est important d'officialiser quel est l'engagement qu'elles prennent par rapport à leurs responsabilités sur leurs externalités, positives ou négatives. C'est ça que ça veut dire, en fait, de mon rôle. Nous, c'est un petit peu spécial parce que comme on est une entreprise à impact, mon rôle couvre à la fois les impacts internes, mais qui sont limités parce qu'on est une entreprise de service dans des pays développés, etc. Donc, on n'a pas énormément d'impacts environnementaux ou sociaux. Nos impacts tels qu'on les voit en matière les plus importants, c'est vraiment à travers les produits et les services qu'on livre à nos clients et la manière dont ils les utilisent. C'est comme ça qu'on qualifie l'impact. Mais une entreprise industrielle, elle va considérer ces impacts comme étant quelle est sa capacité à délivrer des impacts positifs sur l'environnement malgré son activité. Donc, tout ce qu'elle peut mettre en place pour... Mais en fait, c'est un poste à géométrie variable en fonction de l'activité de l'entreprise. C'est un poste de toute façon qui est récent, donc par définition assez mal défini et en construction. Mais bon, comme beaucoup de choses dans le secteur de l'impact. Comme beaucoup de choses dans notre vie, surtout. Oui, effectivement, c'est clair. Et donc, typiquement, je suis une boîte de pétrole demain. Je peux aussi nommer un Chief Impact Officer. Oui. Alors, il faut faire et à quel moment ça devient du greenwashing? Le greenwashing, c'est une bonne question. Le greenwashing, c'est le décalage entre ce qui est fait et ce qui est dit qui est fait. Ok. Donc, une boîte de pétrole, en théorie, en pratique, une boîte de pétrole a une activité qui est polluante. On va pas se voiler la face. On va pas se voiler la face. La différence, si tu veux, si on a 2 boîtes de pétrole, et c'est d'ailleurs, on évalue des entreprises pétrolières, pardon. On évalue des entreprises pétrolières. Donc, il y a une différence entre une entreprise pétrolière qui dit qu'elle ne comprend pas vraiment de quoi on parle et de quoi il s'agit et qu'elle ne prend pas, elle ne souhaite pas, enfin, elle dit pas elle ne souhaite pas, mais elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'elle prenne en compte dans son business, dans ses activités business, ses externalités positives ou négatives en l'occurrence, et une entreprise pétrolière qui dit oui, c'est super important, effectivement. D'ailleurs, on a 10% de nos activités autour des énergies renouvelables et à 5 ans, on a comme projet de passer à 30 ou 40%, donc d'équilibrer notre chiffre d'affaires entre fossil fuels et énergies renouvelables. Ça fait une grosse différence. Si tu dois travailler avec une des deux, tu te poses la question laquelle a la responsabilité la plus forte. Bien sûr. Quand tu dis prendre en compte les externalités et positives et négatives, si j'essaie de le formuler en langage de béotien, ça veut dire se dire aujourd'hui je sais que j'émets tant de CO2, j'ai tel impact sur l'environnement ou sur la société. Au lieu d'avoir un critère, une logique purement économique dans ma stratégie à 3, 5, 10 ans, je vais incorporer des critères de l'impact que j'ai sur l'environnement et la société, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de partie prenante, c'est-à-dire
aller au-delà des seules considérations de chiffre d'affaires et de rentabilité pour prendre en compte effectivement quels sont les effets des activités de l'entreprise sur l'environnement, sur la société, etc. C'est un sujet qui fait énormément de débat en ce moment, en particulier aux États-Unis où j'habite, parce que c'est un sujet qui a été complètement politisé, avec une opposition extrêmement forte entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, qui quelque part noie le débat. Et où tout le monde regarde ce que dit le PDG de BlackRock une fois de temps en temps, sur est-ce qu'il va aller au 3e grade de... Le PDG de BlackRock, pour moi, qui s'appelle Larry Fink, il a un positionnement qui est extrêmement courageux, parce que c'est le plus gros investisseur mondial et qu'il a effectivement un engagement. Enfin, il a une vocation d'évangélisation et des prises de position extrêmement fortes en matière d'investissement ou de non-investissement en fonction justement de l'impact des entreprises dans lesquelles il investit. Et tout au moins, il s'engage à prendre en compte ces problématiques d'impact dans la gestion des entreprises qu'il a en portefeuille. Et Dieu sait qu'il en a beaucoup. Oui, je crois qu'il a 8 trillions de dollars. Je ne sais pas les chiffres de BlackRock, mais oui, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Il y a très peu de boîtes desquelles il n'est pas au capital d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui, et du coup, la question se pose, enfin pour lui, j'imagine, je ne suis pas à sa place, bien heureusement, mais la question se pose, par exemple, est-ce que j'investis dans une société pétrolière? Et là, on peut dire non, parce qu'une société pétrolière est considérée, enfin une activité qui est profondément polluante. Oui, parce que si j'investis et que je suis extrêmement ferme sur mes objectifs qui sont non seulement financiers, mais aussi des objectifs d'impact, je peux amener une transformation des activités de l'entreprise. Donc, c'est jamais simple. Ces sujets sont jamais simples. Sûr. Et surtout, c'est comment tu le mesures, jusqu'à quelle échelle tu vas, etc. Et si je reviens justement sur l'activité d'Ecovadis elle-même, donc on voit ce côté agence de notation, et ce qu'on peut aussi voir et qu'on sait peut-être moins, c'est que tu peux aussi avoir une lecture un peu différente de l'activité que vous avez. Vous êtes aussi, vous êtes une licorne, vous avez levé 725 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, avec le modèle d'affaires quelque part d'une boîte SaaS, une boîte tech classique qu'on peut voir, qui vend du logiciel, qui lève beaucoup d'argent, et tu dis, on a 50% des écovadiens qui sont arrivés dans la dernière année. C'est un cas d'école d'hypercroissance. Absolument. L'hypercroissance, c'est plus de 40% de croissance par an. Et effectivement, on est dans un contexte d'hypercroissance. Je ne connaissais pas cette définition-là et je suis content d'être tombé juste du coup. Donc, tu es clairement sur cette hypercroissance. Et donc, quand on pense impact, quand on pense environnement de manière générale, on peut aussi avoir tendance à penser croissance limitée, voire décroissance. Enfin, je ne rentrerai pas dans un débat sur les théories de la décroissance, etc. Mais dans une boîte à impact, comment est-ce qu'on concilie volonté de croissance, voire d'hypercroissance, et volonté d'impact? Pour nous, c'est assez facile parce que, étant donné notre cœur de métier, plus on va grandir, plus on va délivrer de l'impact positif. Donc, c'est plutôt simple et plutôt vertueux. Bien évidemment, il faut qu'on fasse attention à la manière dont on fait tout ça. Mais pour nous, la réponse, elle est facile, en l'occurrence. Oui, en fait, plus tu scales dans ton entreprise, plus tu scales ton impact. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, pour revenir à cette histoire de levée de fonds, c'est pour ça qu'on a réalisé la plus grosse levée de fonds dans le domaine de la sustainability, parce que justement, on a un business model qui aligne la croissance et l'impact positif. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour les investisseurs. Et pour qu'on comprenne ce côté, pourquoi je parle de SaaS, etc., c'est que derrière cette agence de notation, tu as une plateforme SaaS que tu vends aux services achats, si je ne me trompe pas, qui permet aux services achats de toutes les entreprises d'avoir l'évaluation de leurs fournisseurs, ce qui est une demande de plus en plus forte et qui participe aussi à l'impact des entreprises de sélectionner des fournisseurs qui sont en ligne avec leurs objectifs d'impact. C'est absolument tout à fait ça. Oui, c'est exactement ça. Et pour revenir à notre activité, on a vraiment effectivement, on a toute la partie technologique est extrêmement importante, mais on a aussi une équipe de 400 personnes qui sont des experts RSE et qui valident les datas, tous les millions de datas qu'on reçoit sur les entreprises qu'on évalue. Donc on est une licorne à mission et on est une entreprise qui a la fois... Il n'a pas tant que ça d'ailleurs. Il n'a pas tant que ça d'ailleurs. Des licornes à mission. Si bon, c'est pareil, on ne fera pas le procès des licornes ou pas, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui est très mis en avant, même politiquement, et c'est génial de voir qu'il y a des licornes environnementales, des licornes sustainability, comme tu dis, et qui sont capables de faire ce genre de tour de table.
Et pour le coup, votre modèle est très malin au sens où tu as à la fois le côté SaaS qui plaît aux investisseurs, qui scale, etc. Absolument. Et qui te permet, d'un autre côté, de faire vivre une vraie méthode, des vraies équipes d'analystes, etc. Et de pas sacrifier l'un sur l'autel de l'autre. Ce qui, je trouve, assez génial, pour le coup. Absolument, et c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif parce qu'on voudrait que ce soit toujours le cas jusqu'à la fin des temps. En tout cas, on vous le souhaite. Voilà, c'est pour ça qu'on fait très attention, c'est pour ça qu'on est devenu une entreprise à mission aussi, pour graver, cristalliser ces principes, en fait, et pour équilibrer purpose and profit de manière tout à fait durable. Et tu as un troisième enjeu là-dedans, dans ce côté purpose, tu as le purpose pour le purpose, mais tu as aussi cette notion, quand tu doubles tes effectifs en un an quasiment, tu as une notion que de garder ton entreprise engagée, de garder les collaborateurs engagés, de pas perdre ce qui a fait l'âme de l'entreprise. Et pour le coup, c'est une communauté, quoi. Tu l'as fait doubler de taille d'un seul coup avec plein de nouveaux gens. Il y a moyen qu'elle évolue, il y a moyen qu'elle change un peu, il y a moyen que tu reconnaisses plus ton entreprise demain. Il y a beaucoup de dirigeants qui racontent ça. Après des grosses phases de croissance, ça se perd. Oui. Alors pour nous, c'est peut-être un tout petit peu différent parce qu'il n'y a pas une personne, je pense, qui rentre chez EcoVadis qui ne soit pas complètement passionnée par le développement durable. Donc ça, c'est un socle qui nous rend tous alignés sur ce sujet-là. Maintenant, oui, c'est possible. À partir du moment où on devient, après 15 ans d'efforts, on devient relativement attractif en termes de marque employeur. C'est vrai que y a peut-être des gens qui vont arriver et qui n'en ont rien à faire de l'environnement et du social. Mais je pense que c'est un truc pour nous rejoindre. Vous vérifiez ça Oui, on vérifie, bien sûr. Enfin. Oui, systématiquement. Enfin, c'est un des critères de base, et de s'assurer que les personnes qui veulent nous rejoindre ont vraiment des convictions fortes sur ces sujets-là, parce que de toute façon, sinon, ils vont être très malheureux. Hein. Et c'est génial d'avoir réussi à construire la marque employeur qui permet aussi de les attirer. On a une DRH exceptionnelle. Je pense que ça aide beaucoup. Et c'est vrai que le côté entreprise à mission est justement hyper intéressant. En termes de marque employeur, etc. On va en reparler. Et aussi en termes de fédération de tous les employés de l'entreprise. Comment ça s'est passé, ce processus d'émergence de la mission chez vous ? Alors, le processus d'émergence de la mission, on avait déjà défini notre vision, notre mission et nos valeurs d'entreprise. Donc ça a été fait. C'est tout ce qu'il faut faire, en effet. Bravo. On essaie de faire les choses correctement. Et ensuite, donc la mission, la raison d'être était là, mais elle n'était pas formalisée. Donc quand on m'a proposé ce poste, c'est la première chose qu'on a fait avec l'équipe, c'est de travailler sur la définition de cette raison d'être, sachant qu'on s'inscrit à 100% dans le cadre de la loi Pacte. Et la loi Pacte, elle dit plusieurs choses. Elle dit, si vous voulez être une entreprise à mission, vous devez définir votre raison d'être, définir des objectifs associés à cette raison d'être, concrets, inscrire les objectifs et la raison d'être dans vos statuts. Derrière, créer un comité de mission qui va être responsable de valider un rapport annuel de mission qui sera lui-même audité par un tiers, par une entreprise type société de conseil. Oui, un organisme tiers indépendant. Un organisme tiers indépendant. Qui vient forcément vérifier l'avancée de tes objectifs par rapport à ce que tu as raconté au départ. Quoi. Exactement, qui vérifie que c'est pas du greenwashing, justement. Donc, on s'est inscrit dans cette démarche-là et on fait, Là où on en est aujourd'hui, on est devenu entreprise à mission à l'été dernier. On a créé notre comité de mission et on est en train de travailler sur équiper les objectifs qu'on a définis avec des métriques quantifiées et quantitatives et qualitatives pour que justement le comité de mission et l'organisme externe puissent vérifier qu'on est bien sur la bonne trajectoire. Voilà. Donc, comment ça s'est passé ? C'est honnêtement le plus beau projet dont j'ai été chargée. Pourtant, donc, comme je l'explique au démarrage, je suis pas... ça fait un petit moment que je travaille. Mais c'est bien d'avoir le plus beau projet qui t'arrive. Ça laisse la place pour qu'il y en ait plein qui se sont empilés, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle. J'ai toujours fait des choses passionnantes. Et donc, c'est un super projet. En fait, on s'est beaucoup appuyé sur l'intelligence collective. On a consulté
c'était donc l'année dernière, on était probablement, la moitié d'employés qu'on est aujourd'hui, on a consulté 400 écovadiens, ce qui est pas mal. Oui, 400 sur 750 en gros. Soit en one-to-one, soit à travers des outils collaboratifs, des workshops, etc. Pour collecter un petit peu ce qu'ils avaient en tête pour la formalisation de notre raison d'être. Donc on a fait ça. C'est un projet qui au total a pris 8 mois, donc un énorme investissement en consultation interne. On a fait de la consultation des parties prenantes externes aussi. On a discuté avec notre notre conseil d'administration. On a discuté avec nos clients. On a discuté avec notre comité scientifique. On a un comité scientifique, etc. Et on a fait aussi un gros effort, et là c'est grâce à une des personnes de l'équipe qui est vraiment très très douée en communication. On a fait un vrai effort pour communiquer pas à pas tout ce qu'on faisait pour que ce soit totalement transparent, totalement ouvert, et en encourageant beaucoup le feedback. Donc c'est un super projet, c'est un projet de transformation en fait, et c'est très très intéressant. Et on se pose souvent la question, la quête de sens est une espèce d'arlésienne de l'entreprise aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de projets qui cochent plus cette case-là. Et le fait justement d'impliquer très largement, tu sais pourquoi tu viens au bureau et pourquoi on fait les choses. Et non seulement tu sais pourquoi, mais on te demande ton avis sur pourquoi. Donc clairement, en termes d'engagement des collaborateurs, j'imagine que c'est un side effect qui est génial. Ouais, je pense que c'est un effet secondaire effectivement extrêmement positif. C'est que les écovadiens se sont sentis partie prenante de ce projet, et puis surtout partie prenante de l'entreprise, quoi. Bien sûr. Ça, c'est super. Oui, complètement. Et tu vois, on a beaucoup de clients qu'on accompagne sur ces sujets-là qui des fois font le choix de s'arrêter à la raison d'être. Parce que on l'a écrite, il y a cet aspect énergisant, on sait pourquoi on est là, etc. Mais ils vont pas aller jusqu'au stade de l'entreprise à mission, parce que ça peut... c'est encore un autre processus, et ça peut être un peu plus contraignant aussi, tu vois, cette notion de il faut l'inscrire dans tes statuts, ce qui ne soit pas extrêmement compliqué techniquement, mais il faut quand même le faire, et surtout cette notion d'objectif, et de faire venir un tiers chez toi pour auditer que tu t'en sors bien. Pourquoi vous avez fait le choix d'aller à l'étape d'après ? Parce qu'on est une entreprise de notation et qu'on se doit d'être exemplaire, qu'on se doit d'être super transparent, sinon quelque part on joue pas le jeu, quoi. On joue pas le jeu, donc pour nous c'était une évidence. Mais c'est vrai que ça va générer probablement un petit peu plus de contraintes, mais les contraintes font partie de notre environnement nécessaire pour qu'on soit une entreprise de confiance, quoi, un tiers de confiance sur la notation. Donc, Et d'ailleurs, c'est un critère dans les notations Je sais pas. J'aurais essayé. Je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Et tu vois, une autre question que j'avais, c'est... On parlait de levée de fonds tout à l'heure. Tu dis que vous avez consulté beaucoup de monde. C'est quoi la réaction des investisseurs quand tu leur dis on veut passer entreprise à mission ? C'est quelque chose qui les intéresse ? Est-ce que du coup, tu es avec des fonds ou des investisseurs qui sont déjà résonnants sur ce sujet ? Alors oui, on a beaucoup de chance dans le choix de nos investisseurs, qui nous ont choisis aussi. C'est un choix mutuel. Oui. On a attiré des fonds d'investissement qui croyaient vraiment dans le fait que, en ayant un business model à impact, on allait aussi être capable de dégager de la valeur et de la croissance. Et voilà. Donc, je dirais, on a un portefeuille d'investisseurs qui est assez varié en matière géographique. Il est clair que on a la chance d'avoir Astorg dans notre tour de table. Ils sont extrêmement sensibilisés parce que c'est une entreprise française, en fait d'origine française, très sensibilisée au sujet développement durable et impact. Et on a aussi General Atlantic, mais qui a investi dans EcoVadis à travers un fonds qui s'appelle Beyond Net Zero, qui est un fonds à impact. Rien qu'au nom, on le comprend. Et le troisième investisseur très important qui s'appelle CVC est aussi... je pense on les a un petit peu éduqués aussi sur le sujet, mais ils voient les résultats. Ça fait longtemps qu'ils sont avec nous. Ils voient que l'entreprise grandit, ils voient que l'entreprise est saine. Donc, je pense que ça a de quoi rassurer la communauté financière, qui de toute façon est de plus en plus attentive à ces sujets-là. Et à la fois, ça passe par volonté, et je pense de plus en plus, parce que t'as de moins en moins de choix aussi. C'est quand même une lame de fond
est dans le monde de l'entreprise et à partir dans le monde de l'investissement. Ce qui me semble que tu prends des indices d'entreprises, tu verras qui tu mets dedans, mais d'entreprises engagées pour l'impact. Je crois que ça surperforme des indices normaux. C'est le grand débat aux États-Unis actuellement, et c'est ce que dit une partie de la population de l'échiquier politique américain, c'est que non, ça surperfume. Mais bon, et si tu regardes aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entreprises pétrolières, du fait de la crise en Ukraine, surperforment. Donc, si tu regardes ça sur le court terme, il faut pas le regarder sur du conjoncturel. Donc, on parle du court terme. Donc, mais bon, là, les politiciens utilisent toujours les données qui les intéressent. Absolument. Donc, c'est un petit peu compliqué à démontrer, mais c'est vrai que il y a l'exemple d'Unilever. Quand Paul Polman était à la tête d'Unilever, c'est un peu plus d'une décade. Pendant cette décade-là, il a vraiment axé tout le développement d'Unilever sur la performance développement durable et en surperformant au niveau des marchés boursiers. Donc après on peut dire que oui, ça fonctionne, mais de toute façon c'est notre conviction extrêmement intime, c'est que si on délivre de l'impact positif, évidemment qu'on va surperformer. Oui, cette notion de cercle vertueux. Et de corrélation de la croissance et de l'impact. Pour nous, c'est vraiment à la base de notre activité. Dans votre activité, c'est effectivement une évidence. Et pour revenir sur votre mission et les objectifs qui vont avec, il y en a un ou deux en particulier, il y en a quatre. Il y en a quatre objectifs. On a quatre objectifs. Que je ne connais pas par cœur. C'est normal. Mais il y en a un qui m'a particulièrement interpellé. Le but, c'était de contribuer à l'amélioration continue des performances sociales et environnementales des entreprises pour leur permettre de devenir actrices d'une économie régénérative et équitable. Régénérative et équitable. C'est un concept qui est un petit peu aujourd'hui non stabilisé, je dirais, mais qui est attractif. En fait, l'idée, c'est de dire que, toujours pareil, c'est que l'engagement de l'entreprise, pour nous, doit aller au-delà des murs de l'entreprise. Et doit aller, ce sont les impacts directs, mais aussi indirects, à travers sa chaîne d'approvisionnement, à travers les communautés qui vivent sur place autour de ces usines et qui travaillent pour les usines, etc. Donc, et dans ce cadre-là, le just and régénérative, ce que ça veut dire en fait, c'est que on aimerait pouvoir pousser les entreprises à aller vers de l'impact positif, c'est-à-dire rendre plus qu'elles ne prennent. Et c'est ça que ça veut dire. Et tu as un exemple qui l'illustre? Parce que moi, je suis très, très bêtement, si je prends vraiment le truc économique de base, je suis une entreprise, je prends un produit A dans la nature, je le mets dans une machine, il m'en sort un produit B, ça s'appelle la valeur ajoutée, et je le vends. Mais le produit B, il ne redeviendra jamais le produit A. Non, ça c'est clair. Mais un exemple, ce sont par exemple les engagements de Microsoft. Et, Bill Gates est quand même un philanthrope. On en pense qu'on veut de Bill Gates, mais il a quand même laissé quelques milliards de dollars sur la table pour montrer qu'il était engagé sur les sujets environnementaux et sociaux et la santé des populations dans des pays en voie de développement. Donc, l'engagement de Microsoft a été sur la partie carbone, sur la partie émission carbone, il a été au démarrage de dire, OK, on veut être carbone zéro, c'est-à-dire compenser nos émissions carbone. Ensuite, ils ont dit, OK, on veut être carbone zéro, mais depuis que Microsoft a été fondé, donc on veut rembourser tout ce qu'on a pris à la nature en matière d'émissions carbone. Et aujourd'hui, ils disent, on veut être carbone positif, c'est-à-dire on veut avoir des activités qui rendent plus qu'elles ne prennent en matière de carbone. D'accord. Voilà. Donc après, ça passe par des tas de systèmes, par une refonte et une revue des processus de production. En l'occurrence, pour Microsoft, c'est toute la partie des data centers, etc., pour les rendre les plus verts possibles. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Mais ce sont des engagements qui sont très forts et qui disent, qui reviennent à dire, la responsabilité d'une entreprise, en tout cas pour Microsoft, c'est de donner à la nature plus qu'on ne lui prend et de donner à la société plus qu'on ne lui prend. Donc, par exemple, les communautés locales, de faire des... Je ne veux pas faire la publicité de Microsoft, mais c'est un exemple. Non, c'est moi qui donne un exemple. C'est un exemple, mais il y a plein de monde qui font ça. C'est de dire les communautés locales, faire en sorte qu'on les aide, qu'on les forme, qu'on les développe, qu'on leur donne des outils qu'on leur donne un niveau de vie, qu'on leur garantisse un salaire qui soit au-dessus des salaires locaux, etc. Il y a plein de trucs à faire.
Complètement. Et c'est intéressant parce que cette évolution en fait de la place de l'entreprise, qui est un vrai sujet, que ce soit sur les sujets d'impact ou sur les sujets de culture. Pour moi, c'est la même chose de dire, il y a cette notion d'aller rendre à la nature, et cette notion de rendre à tes collaborateurs internes. T'as tout un mouvement en ce moment des prises de position sur le fait que, non, c'est pas l'entreprise de s'occuper de la santé mentale de ses collaborateurs, c'est pas à nous de prendre soin. Moitié de personnes, je sais pas ce que tu en penses, moitié de personnes, je trouve que c'est une hérésie complète de dire que t'es pas là pour prendre soin de tes collaborateurs en tant qu'entreprise alors qu'ils te donnent 80% de leur temps éveillé, quoi. Je pense que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qui est nouveau et que ce qui est difficile, c'est de fixer les limites. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc hier, on s'en occupait pas. Encore que on dit ça, mais les entreprises du 19e siècle étaient extrêmement paternalistes. Elles s'occupaient, elles logeaient leurs employés, etc. Et elles trouvaient leur avantage économique rationnel. Donc c'est pas un sujet très nouveau, mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que tout est public. Donc, c'est vrai que où est-ce que tu t'arrêtes dans la prise en charge du confort et du bonheur de tes employés? Est-ce que tu es responsable du bonheur de tes employés? Non. Tu es responsable du bonheur, non. Voilà. Ça, non, mais c'est ça peut-être la différence. Donc, je pense que tout le débat aujourd'hui, il est sur la limite, en fait. Et je pense que chaque entreprise établit les limites qui lui vont, quoi. Alors justement, comment ça se passe chez EcoVadis? Est-ce que vous avez aussi mis un objectif dans votre mission qui a trait à ça, à l'apprentissage des collaborateurs et des career paths, machin? L'entreprise apprenante. Exactement. Pour nous, c'est extrêmement important. Alors, du coup, 2 questions avec ça. Quel est le lien déjà que tu fais avec la raison d'être plus globale? Puisque ça peut paraître à la première lecture un peu plus distancié que de ce côté guider les entreprises vers et j'ai perdu la phrase, un monde durable. C'est facile. Guider les entreprises vers un monde durable. Toutes les entreprises vers un monde durable, exactement. Et donc de ce côté entreprise apprenante, et du coup comment ça se manifeste chez vous? Si on revient à notre cœur de métier, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que notre activité est basée sur une combinaison de technologie et de personnes. Okay, donc les personnes, chez nous, c'est hyper important parce que ici, les informaticiens, les analystes, on a dit qu'on avait 400 analystes, et toutes les personnes qui travaillent avec les clients, etc., ce sont des gens très, très importants pour nous. Et donc, de ce fait, il est important pour nous qu'ils soient bien, qu'ils soient plus qu'épanouis, qu'ils trouvent un sens à ce qu'ils font. Et ça semble logique à partir du moment où la raison d'être, c'est une clarification du sens, de s'intéresser au fait que les employés continuent à trouver du sens. Et clairement, aujourd'hui, la demande. Et puis aussi, alors, de manière très pragmatique, on est dans un monde où c'est un monde de guerre des talents. Absolument. Et pour pouvoir attirer et retenir des gens de talent sur nos sujets, il est important de leur fournir un environnement dans lequel ils s'épanouissent. Et s'épanouir dans son travail aujourd'hui, même si je suis une personne très, très âgée, et quand je parle à mes enfants, quelquefois, j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue, mais s'épanouir dans une entreprise, c'est apprendre, c'est avoir du plaisir, c'est se développer, et voilà. Et donc, on investit beaucoup dans l'employabilité de nos écovadiens, parce qu'on pense que c'est ce qui est vraiment la marque d'une marque employeur sereine, quoi, et d'une attractivité sereine. Quand tu rends tes collaborateurs plus employables en partant qu'il était en arrivant, ce qui devrait être normalement le but de toute entreprise, c'est que tu es assez sereine d'une part sur le fait que tu vas en attirer assez, et que sur le fait que c'est tellement bien chez toi qu'ils vont pas se barrer ailleurs, même s'ils sont plus employables. Et on a du turnover, bien sûr, mais qui s'en vont. L'objectif dit, je sais pas si tu l'as lu jusqu'au bout, mais qui dit aussi de développer une génération de sustainability practitioners. Donc c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. S'ils restent chez nous, c'est super. Mais s'ils vont ailleurs et qu'ils continuent à pousser ces idées-là, c'est bien aussi. En fait, on est dans un monde où la collaboration est extrêmement importante. S'il n'y a pas une collaboration entre concurrents, par exemple, on n'arrivera pas à faire bouger les choses au niveau environnement, au niveau social, aussi vite que si on se dit on reste chacun dans notre coin. Donc ça s'inscrit dans le même même idée. On ressent vraiment ce côté joie somme positive dans
dans ce que tu dis et dans J'espère, l'impact. Peut-être plus que dans d'autres secteurs où la notion de concurrence, elle existe, mais elle est moins prononcée ou moins. On a aussi la chance d'avoir développé une espèce de s'être développé dans une petite niche où, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui fasse exactement ce qu'on fait. Il y a des gens qui font des choses, des morceaux de ce qu'on fait ou d'autres choses, etc. Mais on n'a personne qui soit exactement sur notre cœur de métier. C'est peut-être ça aussi qui nous rend un petit peu plus sereins. Mais ceci étant, à titre personnel, je suis absolument convaincue que la collaboration ou la compétition, comme ils disent les Américains, c'est extrêmement important. Oui, tu as une notion de confrère plus que de concurrent. Pour contribuer à notre objectif qui est de guider toutes les entreprises vers un monde durable. Ce qui est tout de même très ambitieux. C'est super ambitieux, mais bon, on va y aller pas à pas. Alors, justement, on parle d'ambition. La question de départ, il y a cette mission extrêmement ambitieuse. Est-ce que c'est une mission qu'on peut atteindre? Et est-ce qu'une entreprise à mission peut atteindre sa mission? Probablement pas de mon vivant. mais non, c'est... Toi, il y aura des gens qui créeront des entreprises. On est acteur d'une transformation, je pense. On est acteur d'une transformation et on est sur un chemin. Voilà. Maintenant, la fin du chemin, je suis incapable. Enfin, le monde change tellement vite. Je suis absolument incapable de me projeter à 10 ans sur... J'allais te demander où est-ce que vous voulez emmener EcoVadis, alors pas forcément à 10 ans, mais tu vois, je sais pas, à 3 ans, c'est bien déjà. Enfin, en gros, comment est-ce que vous avez réfléchi à votre where, entre guillemets, en tant qu'entreprise? Donc, où est-ce que vous voulez aller à une échéance qui vous est propre? Mais c'est quoi la suite on s'imagine bien être un des standards, de notation internationale pour toutes les entreprises sur les sujets de développement durable et surtout, et en même temps, on s'imagine être capable de démontrer et de quantifier l'impact positif de notre réseau de clients. Voilà, il n'y a pas de... Si on arrive à ça, ce sera absolument formidable. Donc, on est en train aujourd'hui, alors ça semble un peu vague, mais parce qu'on vient donc de devenir entreprise à mission, on a fixé des objectifs et on est en train, avec le comité de mission qui a été nommé, on est en train de quantifier ces objectifs. C'était pas une mince affaire. Si on se revoit dans un an, ce qui sera avec plaisir. Avec plaisir. On parlera de choses beaucoup plus concrètes parce que l'idée, c'est effectivement d'identifier des indicateurs de performance qui permettent de suivre l'opérationnalisation et la mise en place de la raison d'être. Et à partir de là, on a une autre conversation qui est une conversation vraiment où on peut équilibrer les KPI financiers et les KPI purpose. Et ça, c'est super. Et c'est justement extrêmement intéressant, c'est là entre guillemets où tu commences à rentrer un peu dans le vif de ce sujet-là. Alors, je comprends complètement que c'est un travail en cours, mais pour les gens qui écoutent et qui peuvent se poser ces questions-là, c'est quoi les problématiques que vous avez, les questions que vous posez ou les apprentissages que tu as déjà pu faire sur ce sujet? Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien? Sur quelle partie du process? Sur l'implémentation? Oui, l'implémenter et venir vraiment mettre des métriques concrètes sur des objectifs de mission qui sont très beau en eux-mêmes, mais effectivement pour moi un objectif n'a de sens que s'il est mesurable, quoi. Si tu peux en mesurer l'atteinte. Tout à fait. Je pense que, on est au milieu du gué, donc c'est difficile d'avoir du recul par rapport à ça, mais clairement il faut qu'on rattache ça à notre activité et à nos clients. Donc ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est de se fixer des objectifs en termes de réduction des émissions CO2 sur notre base client, par exemple. On va contribuer à ça. On n'est pas. Enfin, ce sont les clients qui font. Hein. Bien sûr. Nous, on guide, mais ce sont eux qui font. Mais il faut leur rendre d'externalité positive. Ouais, il faut leur rendre ce qui leur appartient. Mais nous, notre boulot, notre responsabilité, c'est d'amener toute l'information et tout le support pour qu'ils puissent comprendre, prendre en compte et progresser, fixer des objectifs, etc. Donc, ce qu'on va mesurer, ce qu'on espère pouvoir mesurer, et les objectifs qu'on veut pouvoir se fixer sont des objectifs de réduction de CO2 dans notre réseau de clients ou d'amélioration des conditions de travail, etc. Du pay gap, ces choses-là sûr, qui sont. Le pay gap, je vois très bien. Mais parce que pour le coup, c'est vraiment le moment où ça devient tellement concret et tellement vrai que d'une part, ça peut faire peur. C'est pour ça que je te pose cette question-là. Je comprends tout à fait le côté, on est au milieu du gué, c'est dur. Tu as des gens qui sont déjà au début du gué.
Donc, le fait que tu sois au milieu du guet, t'es quand même énormément en avance par rapport à eux. Donc, t'as probablement des choses à leur apprendre. C'est ça qui est top. Et c'est pour dire que c'est l'encourager énormément, tu vois, de ce côté, de se dire, bah, c'est bien d'avoir posé quelque chose qui fait une intention très haute et très noble. Maintenant, comment tu t'y tiens, quoi? On a la chance d'avoir on est une société privée, on a 2 fondateurs, cofondateurs et PDG qui sont extrêmement sérieux à propos de ça, extrêmement investis. Sur ce sujet-là, ça ne m'étonne pas, oui. Et je pense que beaucoup de choses découlent de ça. Bien sûr. Il y a une motivation très forte et clairement, enfin, on essaie de rester aussi relativement humble parce que, bon, une fois de plus, on est vraiment au milieu du gué. On n'a pas vocation à être donneur de leçons ou quoi que ce soit. On a vraiment vocation à faire les choses bien, correctement. Et puis à apprendre, sinon on apprend tous les jours. C'est un nouveau sujet, donc on apprend tous les jours. Et c'est vrai que ces notions d'impact, tout le monde en parle dans tous les journaux, dans tous les médias, et que souvent ça ne veut rien dire. Donc on essaie vraiment comme tous les d'être le plus pragmatique possible. Comme un peu tous les nouveaux champs où c'est un peu le Far West au début. Enfin, t'as une ruée vers l'impact qui est un peu ce que t'as eu dans la tech à l'époque de la grande époque Silicon Valley, quoi. Quand on parlait d'intelligence artificielle à toutes les sauces, alors qu'on avait une macro Excel derrière ou des choses comme ça, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Ce que ça veut dire, en fait, ce que je crois que ça veut dire cette histoire d'impact, c'est que on sort de l'état d'esprit. Je contrôle mes risques et donc je fais en sorte de ne pas être trop impacté par des catastrophes climatiques, des grèves, etc. Pour entrer dans un engagement plus proactif, une fois de plus, de responsabilité vis-à-vis de cet environnement. Et je pense que c'est ça que ça veut dire impact. Est-ce qu'il y a un vrai changement de mentalité? C'est un super changement de mentalité, oui. Mais avant, tu avais tendance à cocher tes cases réglementaires. Il y a vraiment du risk management. Exactement. Ce que tu dis, ouais. Donc, je pense qu'on est quand même un petit peu au début encore. On arrive sur les dernières questions pour revenir sur la culture des Covadis de manière générale. Donc il y a ce côté impact très fort, très natif chez vous. Et tu as dit tout à l'heure, on a aussi travaillé sur notre vision, sur nos valeurs. Comment s'articulent ces différents pans C'est une super question parce qu'on se l'est posée pendant quelques heures. Il fallait nous appeler, évidemment. Non, la raison d'être, c'est pourquoi l'entreprise existe. La vision, c'est où on va. La mission, c'est comment on y va, avec quels outils on y va. Et les valeurs d'entreprise, c'est le mode opératoire qui régit tout ce fonctionnement. Comment on fait les choses chez nous? Ouais, le mode opératoire, la liste la manière de fonctionner, effectivement. Et si tu fonctionnes pas comme ça, bah, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou si tu fonctionnes comme ça, bah, tout va bien. Complètement. Est-ce que tu es dans ce terrain de jeu-là? Est-ce que tu joues avec les mêmes règles que tout le monde ou est-ce que tu joues à un sport complètement différent tout seul? Ce qui, du coup, risque de poser des problèmes à l'avenir, quoi. Et donc, tout ça, mis bout à bout, suite à la mission, c'est récent, etc. Mais c'est quoi ton retour sur les impacts que ça a pu avoir pour l'entreprise, pour la vie de l'entreprise? Écoute, c'est difficile à dire parce qu'on a comme je disais, on est nativement, on attire des gens qui sont très motivés par ce qu'on fait, etc. Donc, on n'a pas eu de changement brusque de satisfaction des employés ou autre. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a fait un survey là sur le projet lui-même et que le projet a été très bien vécu. Ils étaient très contents, tous très contents d'être. J'ai vu un projet que je n'apprécie pas de faire ce sujet, c'est extraordinaire. Oui, ils étaient super contents qu'on les ait écoutés, qu'on leur ait demandé leur avis, qu'on leur ait demandé de participer. Et pour moi, la plus belle découverte autour de ce projet, c'est la puissance de l'intelligence collective. C'est qu'on a souvent je sais pas, mais on a souvent la tentation quand on déroule un projet d'identifier 2-3 personnes qui sont les personnes clés dans l'entreprise et experts du sujet, etc. Et le fait d'ouvrir sur un sujet comme ça, qui est un sujet collectif, c'est pas un sujet d'expertise. Exactement. Voilà. On est au-delà de la technique là-dessus. Absolument. Le fait d'ouvrir à toute cette population, ça a permis d'entendre des gens qu'on n'entend pas forcément d'habitude et vraiment d'enrichir toute la démarche et puis le résultat aussi. Le résultat, c'est vraiment un résultat d'intelligence collective. Et moi, ça m'a
époustouflé. Parce qu'on a quand même passé des moments extrêmement difficiles à se gratter la tête en disant on n'y arrivera jamais. Ah oui, on arrivera. Mais oui, parce qu'il y a trop de choses, il y a trop Bien de sûr. données, etc. Comment est-ce qu'on va arriver à articuler de manière simple une raison d'être avec toutes les quantités de données qu'on a collectées, c'est toujours comment le on va problème, réussir à mettre tout le monde d'accord? On ne met pas tout le monde d'accord, mais on travaille en moyenne des choses. Bien sûr. C'est une notion de plus petit dénominateur commun sur plein de choses. Exactement. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté magique, parce que 15 jours avant de finaliser cette vision, cette mission, cette raison d'être, on était encore en train de se dire, mais bon, comment on va y arriver? Et qu'est-ce qui vous a débloqué finalement sur ces mois-là, tu t'en rappelles? Je pense que c'est un process d'itération qui tout d'un coup s'est cristallisé. C'est un voyage. Oui, C'est un process d'itération qui s'est tout d'un coup cristallisé. Tout s'est mis en place et voilà. Et on a passé à notre directrice marketing qui a dit ah, mais c'est super. Elle nous a dit mais j'y croyais pas une seconde, mais c'est top ce que vous avez fait. Non mais pour le coup c'est un écueil que tu peux avoir sur ces projets, que ce soit raison d'être, mission, vision, valeur, d'en faire un projet marketing. Alors que c'est tellement plus profond que ça et tu peux tellement l'exploiter mieux que ça qu'en faisant un truc de marque, quoi. Ouais, notre directrice marketing, c'est quelqu'un d'absolument super. C'est une Américaine qui est absolument super et qui est très, très, très investie sur ces sujets-là. Donc, elle faisait partie du groupe de travail. Et par contre, ça, il faut absolument du corps groupe de travail. Mais elle a mis sa casquette marketing à la fin. Et bien sûr, et c'est vrai que c'est intéressant, tu prends ce pourquoi, en l'occurrence, qui va quand même transcender tout le monde dans ton entreprise et qui transcende les silos, les fonctions, les titres et tout ce que tu peux bien vouloir. Et c'est ce côté-là, c'est OK, on a tout ça, comment est-ce qu'on va l'opérationnaliser dans notre marketing, justement, pour que ce truc-là vienne infuser et nourrir, mais pas l'inverse. Que ce soit pas la recette qui soit au service du marketing, quoi. L'idée, c'est que ça opérationnalise au-delà du marketing. Enfin, bien moi, sûr. Mon objectif, parce qu'on parle je suis un petit peu naïve, mais mon objectif, c'est que ça impacte toutes les décisions business. En théorie, c'est pas uniquement c'est l'idée de formaliser sa culture. Et c'est le challenge maintenant. Enfin, c'est le sujet sur lequel on est avec l'équipe, c'est d'opérationnaliser cette raison d'être. Et je pense que c'est une boussole, c'est de se dire, on a un choix business à faire entre chemin A, chemin B, lequel est le plus aligné avec notre mission. Et ça peut amener à faire des choix difficiles. Donc c'est intéressant. On va voir. C'est pour ça que aujourd'hui, il faudra qu'on se reparle dans un an. Parce que peut-être que dans un an, on va le faire. Peut-être que dans un an, effectivement, on aura un petit peu plus d'exemples sur des choix qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait au regard de cette raison d'être. Écoute, merci beaucoup Valérie. J'ai une dernière question pour toi qui est la question traditionnelle de fin de ce podcast. Quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui hésite à inclure l'impact dans sa stratégie? Alors, je l'adapte un peu, normalement je parle de culture, pour toi on va parler d'impact. À inclure l'impact dans sa stratégie, je vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Après, le timing reste dans sa main, mais ne pas le faire, je pense que c'est prendre un certain nombre de risques. Je pense qu'on est dans un monde où mes enfants, je vais revenir à mon âge, et mes enfants qui sont des jeunes adultes qui rentrent dans la vie professionnelle, ils n'imaginent pas de travailler dans une entreprise qui n'a pas de sens. Mes enfants, je vais revenir à mon âge, et mes enfants qui sont des jeunes adultes qui rentrent dans la vie professionnelle, ils n'imaginent pas de travailler dans une entreprise qui n'a pas de sens. Ils sont peut-être un peu gâtés, mais non, mais enfin ils habitent dans un pays développé qui est en paix, qui est développé économiquement, etc. Donc je pense qu'ils sont gâtés à ce titre-là. Mais c'est vrai que toute cette génération a vraiment envie d'être contributeur d'un changement de société, et que les entreprises doivent être capables de leur proposer un parcours qui répond à ça. Donc ne pas le faire, je pense que c'est un petit peu dangereux. On peut toujours effectivement ne pas le faire, mais pas forcément dans un pays comme la France ou les États-Unis aujourd'hui. C'est mon avis. C'est une notion standard en fait. C'est pas standard, c'est vraiment un shift, je trouve, une évolution du concept de l'entreprise. Oui, c'est cette attente-là qu'aujourd'hui il faut combler, et cette notion d'entreprise qui te permet de faire plus que la somme des efforts individuels, il faut que ça se tourne vers ça, quoi. Une fois de plus, il faut relativiser et contextualiser. On a la chance d'être dans des pays extrêmement progressistes, extrêmement développés, etc. Je suis pas sûre que dans des pays, une fois de plus, en guerre, où il y a un taux de pauvreté immense, ce soit facile à mettre en œuvre. Donc, et pour autant, si on veut le rester,
On a plutôt intérêt à se préoccuper de cette question-là. Parce qu'on peut influencer à travers toute la partie supply chain et fournisseurs, on peut influencer indirectement, positivement, la vie des personnes qui sont dans des pays où c'est pas top, quoi. Je vous propose de rester là-dessus. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Partagez. Et puis à bientôt. Dans un an. Dans un an, parfait. Rendez-vous est pris. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.